Salut les gars, ici GC. Au cours des dernières années, j'ai vu un nouveau style de Damas commencer à émerger. Je l'ai découvert pour la première fois, il y a environ 4 ans, sur l'Instagram de Mareko. Il l'appelait son motif Maelstrom, avec un effet de dégradé. La première fois que j'ai vu ça, je ne savais pas comment le refaire, bien que j'ai déjà fabriqué du Damas. Récemment, Richard Patterson et Gabe Fletcher ont chacun créé leur version de ce style dégradé. Je voulais vraiment savoir comment fabriquer du Damas comme ça, alors j'ai envoyé un message privé à Richard, et il a eu la gentillesse de tout m'expliquer. Dans cette vidéo, je vais essayer de fabriquer un couteau de chef en Damas avec un fourreau, et vous voudrez voir le résultat. Très bien, donc le principe de base ici, c'est comme un dégradé. Je vais commencer avec 6 couches et une couche, puis je vais faire 5 couches. Et ensuite 2 puis 4, d'accord? Donc en gros, c'est un dégradé très prononcé. De 6 jusqu'à 1, de 6 jusqu'à 1. Maintenant, le style de dégradé, c'est simplement ça, c'est la façon dont j'empile mon lingot de départ. Le truc, c'est que je ne pense pas que ce style de dégradé soit vraiment intéressant, à moins qu'il ne soit aussi associé à une belle mosaïque. Je ne vais pas juste empiler ce lingot et faire un motif aléatoire, mais recréer le motif Maelstrom de Mareko. Et pour compliquer davantage ce projet déjà difficile, j'allais essayer un nouvel acier. Habituellement, j'utilise du 15 and 20 dans mon Damas, mais cette fois, j'ai voulu tester un nouvel acier récemment arrivé sur le marché. Il s'appelle Pops Pro Cut, et c'est censé être une bien meilleure alternative. Différents aciers se forgent et retiennent la chaleur différemment, et j'ignore comment il réagit avec le 1084. En gros, c'était vraiment un gros risque que je n'étais pas obligé de prendre, mais j'en avais quand même envie. Voyons combien pèse le lopin initial. Oh. Parmi les couteliers, il est bien connu que lorsqu'on essaie de fabriquer du Damas, on perd beaucoup de matière. C'est l'une des raisons pour lesquelles mes lopins de départ sont toujours aussi gros. Pour les autres fabrications et tous les soudages, à la forge, je pèserai le lopin avant chaque soudage pour suivre précisément la perte de matière. Le lopin était si gros qu'il ne tenait pas dans mon bac, alors je l'ai plongé dans un seau de 20 litres rempli de mon ancienne huile de trempe. Pour souder à la forge de gros lopins comme celui-ci, chaque chauffe a un but distinct. La première chauffe sert juste à mettre les pièces de la pile en contact, sans espace, sans étirer. L'essentiel du processus pour obtenir une soudure à la forge se déroule dans la forge, pas à la presse. Lorsque les pièces sont en contact et que vous les laissez tremper à une température de soudure à la forge, elles se collent en fait d'elles-mêmes. Ne vous inquiétez pas si cela n'a pas vraiment de sens, j'en parlerai davantage au fur et à mesure que la vidéo avance. Ici, on peut déjà constater le premier problème survenu lors de la forge de ce lopin. Comme vous le voyez, un côté s'aplatit bien plus que l'autre. Cela m'arrive rarement car je retourne souvent mon lopin et applique une pression égale des deux côtés. Ce n'était donc pas ma technique, mais l'acier qui posait problème. Le 1084 se forge plus facilement que le Pops Pro Cut. Et comme il y a des couches très épaisses des deux côtés, le côté avec le Pro Cut s'est sans doute moins bien forgé. J'ai tenté de corriger avec des matrices d'étirage sans succès, puis opté pour un jeu Frankenstein. Matrices arrondies en haut, plates en bas. Cela permettrait de s'assurer que le côté du dessus serait beaucoup plus étiré que celui du dessous. À partir de là, la seule chose que j'avais à faire était de continuer à étirer la pièce, et si jamais un côté s'étirait plus que l'autre, il suffisait d'utiliser les matrices Frankenstein pour corriger ça. Le motif Maelstrom que je fais est assez complexe. Mareko explique chaque étape clé du motif Maelstrom dans une ancienne publication Instagram. Je ne peux pas juste copier, je dois ajouter des étapes pour obtenir le motif dégradé et Maelstrom. Ma première étape sera juste une coupe et un empilement. D'habitude, quand j'étire un lopin, je n'ai pas autant de mal à le redresser. Je pense que c'est parce que Procut est moins plastique que le 1084 à la même température, donc un côté se forge plus que l'autre, provoquant une mauvaise courbure. Le plan était de forger le lopin à un pouce d'épaisseur, puis de le couper en 6 et de les empiler. Je fais cela parce que le motif en dégradé commence avec seulement 12 couches.
Pour rendre les W plus intéressants, j'ai donc choisi de couper dans la pile. Une fois que le lopin était complètement étiré, tout ce que j'avais à faire, c'était de le redresser sur l'enclume, puis de le laisser refroidir. C'est ici que je dois faire quelque chose différemment parce que j'utilise du Pops Pro Cut au lieu du 59-20. Le Pops Pro Cut est conçu pour être extrêmement trempant, à tel point que si vous le laissez refroidir à l'air libre, il peut durcir un peu. Pour pouvoir le couper à la scie à ruban, j'ai dû le laisser refroidir dans la forge chaude. D'accord, les soudures y ont l'air plutôt propres, comme de ce côté c'est assez bien. On a 16 et 1/8. Qu'est-ce que ça donne divisé par 6 ? 2,7. Ah oui, 2,6, oui. En fait, il y a beaucoup de pertes de matière quand il s'agit simplement de couper et d'empiler. La lame de la scie à ruban, large d'environ un 16e de pouce, réduit tout ce qu'elle coupe en poudre d'acier. Avec une scie à onglet au lieu de la scie à ruban, je perdrai 2 fois plus de matière à chaque coupe, ce qui compte sur plusieurs coupes. D'accord, techniquement chacune de ces pièces n'aura que 12 couches, mais les couches auront des épaisseurs différentes. Regarde-moi ça! Ça s'appelle un dégradé. Pour presque tous les autres motifs de Damas, je retournerai chaque pièce pour aligner les faces. Mais pour celui-ci, l'effet que je recherche ne nécessite pas ça, donc je vais tout garder dans le même sens. J'utilise mon accessoire de meulage pour enlever la calamine, puis je place les pièces sur la platine plate avec un aimant de soudage. Je ne voulais pas trop retirer de matière, j'ai donc choisi cette méthode plutôt que d'utiliser la meuleuse de surface. N'ayant pas utilisé de butée, pour la taille et hauteur de ce lopin, chaque pièce différait légèrement. Je ne pouvais pas juste poser ces pièces à plat dans l'étau, je devais les aligner une à une. Ça a pris du temps, mais finalement ce n'était pas si difficile. Tu vois combien pèse le deuxième lopin? D'accord, on a en gros 9 livres. D'accord, on a perdu 2 livres. Je me demande combien on va perdre cette fois. Pour éviter que le manche se détache du lopin, j'ai passé beaucoup de temps à les souder ensemble. Lors du soudage à la forge, il est crucial de bien contrôler son lopin, ce que je n'avais pas avec des pinces. Chaque soudure après la première risque tout le travail précédent, donc j'ai choisi de la laisser tremper bien plus longtemps que le premier lopin. Après cette première chauffe que tu me vois faire ici, j'ai en fait laissé ce lopin dans la forge à une pression plus basse pendant 10 minutes entières. 10 minutes, c'est vraiment assez extrême, mais ce n'est même pas si extrême que ça quand on considère que, pour faire du Damas en acier inoxydable, il faut le laisser tremper beaucoup plus longtemps, parfois même jusqu'à une demi-heure. Une fois mon lopin entièrement soudé à la forge, je pouvais planifier l'étape suivante du motif. Dans la fiche technique que Mareko a dessinée, il dit que la prochaine étape consiste simplement à forger mes 2 VS, et je fais ça avec mes matrices de mise au carré. Maintenant, cela semble très différent de son dessin car il travaillait avec un marteau pilon qui ne permet pas d'utiliser de matrice de mise au carré. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il remet la pièce au carré puis il forge les coins, et ça revient essentiellement au même que ce que je fais ici. Après avoir pressé le lopin au maximum avec les matrices, il suffit de le tourner de 90 degrés et de l'aplatir. Ce procédé semble simple, mais il est à la base de nombreux motifs modernes de Damas mosaïque. Dans toutes les vidéos de Damas où je fais des mosaïques, ce procédé est utilisé. Comme indiqué dans la fiche technique de Mareko, l'étape suivante est une autre coupe et empilement. Je me suis trompé, je n'ai pas encore de W dans ma pièce. Pour l'instant, j'ai juste 2 U. C'est seulement en les empilant que je peux vraiment obtenir les WO. Mareko propose d'empiler 8 à 12 fois, mais j'ai préféré faire une pile de 3 puis de 4 pour éviter une barre trop longue. Très bien, on va te laisser refroidir une minute. 13 et 8e, il faut le couper en 3, donc il me faut 4 et 3/8, en gros, exactement. Ce processus de découpe aussi de nettoyage et d'empilage est exactement le même que ce que j'ai fait pour la dernière chauffe, donc je ne vais pas trop vous le montrer. Une chose à noter cependant, c'est que j'ai dû passer beaucoup de temps à meuler le centre de ces pièces. En utilisant les matrices de mise au carré, puis en les aplatissant, de petites fissures à froid apparaissent parfois au centre.
C'est très important pour moi de ne pas me dire « Oh, c'est assez bien mêlé hein », parce que si l'une de ces fissures apparaît plus tard, ce ne sera pas sous la forme d'une fissure à froid, mais plutôt sous la forme d'une fissure, probablement pendant la trempe. Si vous voulez fabriquer du damas, laissez le fil de fer et achetez au moins un poste à souder à fil fourré ou à l'arc bon marché. On peut utiliser du fil de fer pour assembler les pièces, mais c'est trop pénible et ça ne vaut pas le coup. Voyons le poids du troisième lopin. Oh là là! Mec, je perds presque la moitié de la matière à chaque fois. Je suis passé de plus de 9 à environ 6 livres et demi. Ça fait beaucoup de matière à perdre, surtout que je devais encore faire des soudures à la forge après celle-ci. Si la tendance continuait, où je perdais un tiers de tout mon lingot à chaque soudure à la forge, il ne me resterait pas beaucoup d'acier. Mais j'étais assez confiant que pour cette soudure à la forge en particulier, je n'allais pas perdre trop. Et c'est parce que je n'avais pas à forger de WWE cette fois. Je dois juste étirer ce lingot et le couper en 4. Mes extrémités de barre devraient en être propres et je n'aurai pas beaucoup à enlever. À ce stade, j'ai trouvé un rythme pour la soudure à la forge. Après la première soudure, je laissais tremper 10 minutes. Après chaque soudure à la forge suivante, je laissais tremper pendant 5 minutes. Développer un tel rythme offre de nombreux avantages. Le premier avantage, c'est que ça m'a aidé à faire une pause. Je fais ma forge en Arizona et à ce moment-là, il faisait environ 130 degrés dans l'atelier à chaque fois que j'allais souder à la forge. En laissant reposer 5 minutes dans la forge, je pouvais aller me rafraîchir à l'intérieur. Un autre avantage, c'est que j'ai pratiquement la garantie que mon lingot va rester soudé. Tout ce temps de trempage est idéal pour permettre la croissance des grains à travers les frontières. Je savais que j'aurais dû m'occuper de ça. Tellement agaçant. Je n'aime pas trop utiliser de flux en soudage à la forge car cela abîme la forge, mais ici je devais réparer une soudure en haut de mon lingot. Le flux sert à réparer, non à souder. Comme prévu, les extrémités du lingot étaient très propres. Ça veut dire que lorsque je vais couper ce lingot en morceaux, je n'aurai pas besoin d'enlever trop de matière aux extrémités et ça va permettre d'économiser beaucoup de matériaux. J'ai réussi comme par magie à les couper exactement à la même longueur, sans pied à coulisses. Après la découpe, il faut meuler les faces pour les nettoyer puis tester la gravure. Selon moi, c'est la première étape où nous verrons un aperçu du motif final. Je suis assez fier de moi d'avoir réussi à les couper exactement à la même longueur, mais au final, ce n'est pas vraiment très important. Il suffit de nettoyer à nouveau, comme déjà montré 2 fois, sans trop détailler, mais je veux partager une astuce. Très souvent, les traces d'eau de refroidissement sont linéaires, et si vous voulez les éliminer complètement avec la platine plate, c'est vraiment difficile à faire. Donc, ce que je fais rôtir est que j'utilise le coin de la bande sur le dessus d'une roue de contact, et je les enlève simplement dans le sens de la longueur. En faisant cela, je n'ai pas besoin d'enlever de la matière sur toute la surface, et j'économiserai beaucoup de matière par la suite. Cette prochaine soudure à la forge allait être l'avant-dernière soudure à la forge que j'allais faire pour cette pièce, et à cause de cela, j'ai décidé de souder autour de chaque joint. Faire cela est assez fastidieux, mais cela garantit essentiellement qu'aucun oxygène ne peut s'infiltrer entre les pièces. Et vous vous assurez pratiquement d'obtenir une soudure parfaite. La seule chose, c'est que faire cela était extrêmement fastidieux, et il faut ensuite meuler les soudures. Pour éviter de perdre du temps à retravailler les soudures plus tard, j'ai choisi de les aplanir d'abord avec la ponceuse à bande avant de forger. Même en meulant moins profondément les soudures, comme ici, elles bloqueront toujours l'oxygène. Avant-dernière soudure à la forge. Où en est-on? D'accord, 6 livres. On n'a presque rien perdu sur la dernière. Je pense que c'est parce que quand le lingot est positionné comme ça et que je ne le remets pas en carré, je n'ai pas besoin d'en couper autant. Par exemple, pour la première soudure à la forge, j'ai dû couper tout ça. Pour la deuxième, ça. Et pour la troisième, juste ça.
L'étape suivante pour réaliser ce motif est en fait assez simple. Je vais l'étirer pour obtenir une section carrée, l'incliner à 45 degrés, casser les coins et en faire un autre carré. Ce que cela fait au motif, c'est qu'il l'incline de 45 degrés, mais cela ajoute aussi une distorsion vraiment intéressante vers les coins extérieurs. Si vous n'avez jamais fabriqué de damas, il peut être difficile d'imaginer. J'utiliserai donc un excellent outil en ligne pour vous montrer ce que je veux dire. L'outil, nommé outil de manipulation de damas, signifie simplement outil de manipulation de damas, malgré son nom amusant. Avec cet outil, je crée un lingot de 15 couches, puis je le forge avec un biais précis de 45 degrés. Mon lingot est plus complexe qu'un lingot à couche droite, mais l'effet restera le même. Je vous conseille d'utiliser d'abord cet outil pour fabriquer du damas sans investir dans la création de motifs. Dessiner et manipuler les couches fluides pour créer le motif puis répéter avec l'acier. Je mettrai le lien dans la description. Je ne suis pas sponsorisé, je trouve juste cet outil sympa. C'est moi du futur. J'aurais sans doute mieux fait de choisir un angle de 40 degrés au lieu de 45. J'ai beaucoup observé le couteau de Mariko dans la vidéo et conclu qu'il n'avait pas fait exactement un angle de 45 degrés, l'effet différé de celui que j'ai obtenu plus tard. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Au contraire, ça aide parce que ça veut dire que je crée un motif légèrement différent de celui qu'il a fait. Si vous m'avez déjà vu faire de la mosaïque, vous savez que l'étape suivante après celle-ci consiste à couper dans les carreaux. Mais pour cette réalisation en particulier, j'allais utiliser une méthode complètement différente. Pour réaliser du damas mosaïque, deux méthodes existent, celle des carreaux et celle du pain. Ça peut sembler un nom drôle, mais il y a en fait beaucoup d'avantages à faire du damas mosaïque en style pain. Avec la méthode du pain, vous n'avez pas besoin de couper des carreaux en angle, vous n'avez pas besoin d'utiliser de la tôle, et tout ce que vous faites, c'est couper des tranches verticales de votre lingot, comme celui que je forge ici, puis vous les empilez, et une fois empilés et soudés à la forge, vous coupez simplement des tranches dedans, et vous pouvez utiliser ces tranches pour peut-être forger un couteau. Ce n'était sans doute pas clair, sûrement à cause de mes explications, mais soyez patients, je vais vous montrer, et c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Oh, ça c'est une barre d'acier qui coûte cher là. D'accord, c'est essentiellement le lingot de mosaïque final. C'est vraiment impressionnant. On peut voir le dégradé se diriger vers le centre, puis aller dans cette direction. Ça va être tellement cool quand ce sera comme ça sur toute la lame, avec la distorsion due à la forge de la lame. Je vais les couper une à une car je connais la longueur de chacune. Je dois tester la gravure sur chaque pièce pour garantir que le motif sera conforme à mes attentes lors de l'assemblage du bloc. D'accord. Donc comme pour le dernier couteau de chef que j'ai fait, je vais retourner une pièce sur deux pour obtenir une vague régulière sur l'ensemble et que ça ressemble plus à un motif unique. Tu vois ça? Ça fait comme ça. À ce moment-là, j'étais très excité car la prochaine étape à la forge serait la dernière avant de pouvoir forger un couteau avec ce bel acier. J'hésitais à tester ce style en forme de pain car c'est une soudure à la forge tout ou rien. Si j'y arrive, je peux alors découper des tranches et forger des couteaux à partir de celles-ci. Cependant, si je rate la soudure à la forge d'une quelconque manière et que certaines de plis de ces plaques ne collent pas entre elles, alors je dois jeter tout le lingot et tout recommencer. Très bien, poids final du lingot. Mince. Nous sommes à moins de la moitié du poids du lingot initial. Mon motif étant horizontal sur le lingot, je devais le maintenir parfaitement droit dans les matrices. Toute déformation en losange dans ce lingot rendrait la découpe des tranches beaucoup plus difficile, et je ne voulais pas avoir à gérer ça plus tard. Maintenant, la section transversale de ce lingot devait rester relativement grande, parce que j'allais devoir forger directement cette section en un couteau. Cependant, si je la laisse trop grande, le lingot ne sera pas assez réduit pour réussir parfaitement les soudures à la forge. J'ai longuement réfléchi à comment équilibrer ces deux équations et obtenir un lingot parfait.
Quand j'étais sûr des soudures impaires à la forge, et après avoir brossé toute la calamine, la prochaine chose que j'ai faite a été de laisser le lingot refroidir dans ce seau de vermiculite. Cela permettrait de s'assurer que l'acier reste très doux, et cela garantirait que lorsque je couperai les tranches un peu plus tard, je ne détruirai pas mes lames Banta. Waouh, il m'a fallu 3 jours juste pour le motif. Si ça ne marche pas, je vais vraiment pleurer. Très bien, voici notre pain. Le motif va ainsi, donc je dois couper les tranches ainsi. On est à peu près exactement à 2 pouces 2 sur 2 par 4. Donc il me faut environ un demi-pouce par tranche. Je vais m'impliquer davantage pour réussir cette entrée de stylo. Je vais juste couper une extrémité et prendre une tranche de 0,6 pouces, ça devrait suffire. J'étais clairement un peu effrayé en commençant, mais si tu regardes cette coupe transversale, c'est de l'acier parfaitement propre. Je n'aurais pas pu espérer que la soudure à la forge se passe mieux. Malheureusement, cette opération est tellement difficile pour ma scie à ruban que j'ai complètement détruit ma lame précédente et j'ai dû la remplacer hors caméra. La suite de la vidéo est sûrement ma partie préférée. Au fond, je suis forgeron de lame et ça veut dire que j'adore frapper de l'acier chaud avec un marteau à main. J'aime chercher comment forger un couteau de chef de 10 pouces à partir de ma pièce d'acier. Mon premier problème fut de forger mon matériau de garde sans déchirer les soudures à la forge. Ces soudures à la Santorsasins, alors qu'en les 3 soudures à la forge sont parfaitement perpendiculaires à la direction dans laquelle je forgeais, donc j'avais vraiment peur qu'avec la presse qui appuie, je finisse par déchirer ces soudures à la forge. La meilleure façon que j'ai trouvée pour m'assurer de ne rien déchirer, c'était de vérifier après chaque chauffe et de faire plusieurs chauffes, toutes à une température très élevée. Mec, tu regardes toutes les soudures en ce moment, elles sont toutes encore bonnes, ce qui me rend assez confiant pour pouvoir forger comme je veux maintenant. Ouais, allons étirer cette lame. Mon matériau pour la garde était isolé et j'avais de quoi tenir avec mes pinces, donc l'étape suivante était d'allonger la lame. J'ai choisi les matrices d'étirage, pensant qu'elles imposeraient moins de contraintes à la soudure à la forge. Je pense avoir cafouillé et j'aurais dû continuer avec les matrices plates. Ces matrices d'étirage étirent essentiellement l'acier dans une seule direction, et la direction dans laquelle elles l'étiraient était exactement celle qui pouvait déchirer la soudure. Maintenant, la forme de lame que je vise s'appelle un gyudo. Un gyudo est assez similaire à un santoku, c'est juste qu'il est beaucoup plus long. J'ai conçu cette pièce pour qu'elle fasse au moins 9 pouces et demi, et c'est bien trop long pour l'appeler un santoku. Pour forger un couteau de chef, il faut bien penser à l'ordre des étapes. Je n'essayais pas seulement de forger un couteau en forme de gyuto, j'essayais de forger un couteau avec la forme et la distorsion du motif Damas que je voulais. J'ai jugé que forger la pointe sur cette préforme épaisse avant de l'étirer était la meilleure façon d'obtenir la distorsion voulue. Super, d'accord. Je ne vois aucune soudure déchirée. Vous vous demandez sûrement ce que signifie la distorsion de Damas. Je veux que le motif suive la forme de la lame, avec des carreaux à l'intérieur légèrement en diagonale. La meilleure façon d'y parvenir était de forger agressivement cet angle, puis d'étirer le reste de la lame après. Parfait, on a fini. Le couteau est forgé et déjà bien préformé. On commence à l'étirer. C'est un parfait exemple de pourquoi il est si important pour moi d'inspecter la pièce après chaque chauffe. Les fissures de soudure peuvent surgir à tout moment et sans réparation rapide, elles empirent. L'étape suivante de la forge du couteau de chef consistait à utiliser ces matrices combinées et à étirer de façon très agressive la matière nécessaire pour mon talon. Le talon d'un couteau de chef est une de ses parties les plus importantes et doit être aussi haut et reculé que possible. C'est l'étape sur laquelle j'ai le plus travaillé au début de la fabrication de ces couteaux.
ne sais pas si ça a servi. On dirait que oui. J'ai réfléchi et conclu qu'il n'existe que 4 grandes voies pour devenir forgeron à plein temps. La première est celle du spécialiste qui se concentre sur un seul type de lame. Qu'il s'agisse d'épée, de couteau pliant ou de chef, si la plupart de vos revenus viennent d'un seul type de lame, vous êtes un spécialiste. A l'inverse, la deuxième voie est celle du généraliste qui fabrique de tout. Si un client vous demande « Puis-je avoir une dague écossaise fabriquée pour le mariage de mon ami ?» Vous acceptez la commande et fabriquez une dague écossaise. Si vos revenus sont équitablement répartis entre différents styles de lame, vous êtes un généraliste. La troisième voie, oui, c'est celle de l'enseignant. Beaucoup de personnes que je connais dans le monde de la coutellerie tireront une grande partie de leurs revenus de l'enseignement, que ce soit dans leur propre atelier ou en se déplaçant dans les ateliers d'autres personnes. Ces personnes gagnent de l'argent avec leurs couteaux, mais consacrent surtout leur temps à enseigner. La quatrième voie principale est celle du fabricant de production. Ces fabricants tirent de la majorité de leurs revenus de la fabrication de séries d'un certain style de couteau. Ces couteaux sont tous faits à la main, mais d'une qualité inférieure à celle de leurs pièces uniques sur mesure, car leur temps est simplement réparti sur plus de tâches. Ils gagnent de l'argent avec leurs pièces sur mesure, mais la plupart de leurs revenus viennent de leur série de production. Je me considérerais comme un spécialiste des couteaux de chef parmi ces 4 parcours. Bien sûr, je fabrique des katanas et des bouilles, et au fond, je pense que je suis un gars des couteaux de chef. Si proche de Ten, si proche de Ten. Retour à la fabrication, ce que vous venez de me voir faire, c'est essentiellement alterner entre le biseautage et le passage à la presse pour gagner en longueur. J'avais une assez bonne idée de la forme que je voulais pour ce couteau de chef, mais il a fallu beaucoup travailler l'acier pour obtenir le profil correct et arriver à la forme finale que je désirais. L'une des choses que j'ai toujours faites par le passé, c'est de laisser trop de matière pour la mitre et la soie. J'ai tenté de corriger en isolant moins de matière, au départ, mais j'en ai encore trop laissé. Il aurait mieux valu la laisser dans la lame pour que plus de motifs y soient présents. C'est amusant, beaucoup de couteliers créant des couteaux de chef Damas intégraux donnent des formes variées à leur soie. Certains, comme Jordan Lamos et Will Stelter, réalisent leur soie très carrée et massive. D'un autre côté, des gens comme moi et Salem Straub font leur soie très rectangulaire. Je ne pense vraiment pas que l'une soit meilleure que l'autre, et je pense que ça dépend surtout de l'endroit où on l'a appris, et moi j'ai appris la mienne avec Salem. Donc c'est logique que les nôtres soient dits pareils. Cette étape est sans doute la plus importante pour la lame. La normalisation consiste à chauffer la lame à certaines températures. Je vais les afficher à l'écran. J'ai déjà souvent évoqué l'objectif de la normalisation dans mes vidéos, mais c'est si important que je vais encore l'aborder. Après la forge, la taille du grain et la répartition du carbone dans l'acier restent irrégulières. La normalisation répartit le carbone et homogénéise la distribution des carbures, tout en réduisant la taille des grains et uniformisant la microstructure. C'est extrêmement important pour un bon traitement thermique. Et la dernière chose, c'est simplement de réduire les contraintes afin de ne pas fissurer la lame lors du traitement thermique. Quand je parle du profilage de la lame, beaucoup semblent ignorer ce que je veux dire. En sortant de la forge, la forme est correcte. J'ai fait de mon mieux pour la forger jusqu'à la forme finale. Mais ce n'est pas parfait, par exemple la pointe n'est même pas aiguisée. Donc, en me basant sur ces lignes très approximatives que j'ai dessinées, le meulage permet d'obtenir un profil bien meilleur. Regardez simplement ça. J'ai plus de 30 heures de vidéos sur YouTube, mais je n'ai jamais mentionné mon Instagram, alors que c'est là que j'ai commencé mon parcours de coutelier, car la plateforme permettait de toucher facilement du monde. Aujourd'hui, je n'y fais plus grand-chose, car, comme beaucoup de couteliers, je suis shadowban, et même en cherchant mon nom, on ne me trouve pas. Heureusement, il y a une solution simple. Je peux simplement mettre un code QR à l'écran ici, relié à mon Instagram, et vous pouvez aller jeter un œil. Je compte publier plus de contenu en coulisses et organiser une session de questions-réponses mensuelle en story.
Donc si vous voulez me suivre, il vous suffit de scanner ce code QR et ça vous amènera sur ma page Instagram. Maintenant, j'ai mentionné plus tôt que la coupe pro de Pops est beaucoup plus difficile à forger que la 15 et la 20. Et cela ne s'applique pas seulement à la forge, mais aussi à la rectification. En tentant d'enlever la calamine de ce couteau avec des bandes abrasives, ça glissait. Je sais que la calamine est généralement beaucoup plus dure que l'acier en dessous, mais ce n'est pas habituellement aussi dur que ça. Même avec une bande abrasive neuve, grain 36, elle peinait à traverser la calamine. Ma théorie, avec la normalisation, j'ai peut-être durci la calamine extérieure, sans certitude. D'accord? 1500. En fait, il y a une trempe très risquée. À mon avis, les soudures en forme de pain ne sont pas très solides. Les soudures en mosaïque sont plus solides. Par exemple, je n'ai pas de marteau-pilon, qui serait mieux pour les faibles débits. Qu'en penses-tu? Stressé? Si cette lame se fissure maintenant, je devrais en forger une nouvelle avec moins de matière. Et je ne vois pas pourquoi ce serait différent cette fois. Ça doit bien se passer, sinon je ne ferai pas confiance aux deux autres. Très bien, croisons les doigts. Tout ça ressemble à des écailles qui apparaissent. Oh mon Dieu! C'est quoi ce bruit? Tu vois ça? Honnêtement, d'abord, je ne vois aucune fissure, moi, car si quelque chose se fissure, la lame se déforme gravement. Oh mon Dieu, tu peux voir le motif. Oh oui, un maelstrom dégradé. D'accord, voyons si tu peux saupoudrer. D'accord. Il y a en fait pas mal de déformations, mais ce n'est pas grave. 2 heures avant l'obtention du permis. Je pense que je considérerais vraiment cela comme une trempe parfaite. Il y avait beaucoup de calamine qui sautaient et c'était un peu effrayant, mais l'acier en dessous était totalement solide. Malheureusement, j'ai eu une petite déformation, donc la première chose à faire est de la redresser. Mais avant de pouvoir redresser quoi que ce soit, je dois en fait meuler un peu d'acier sur chaque face pour enlever toute la décarburation. La décarburation, c'est essentiellement une fine couche d'acier dont tout le carbone s'est évaporé, ce qui en fait simplement de l'acier doux. Je dois l'enlever car si je redressais la pièce avec la décarburation puis la meulais après, elle pourrait se redéformer. Oui, là tout de suite, quand c'est vraiment mauvais. Oh là là, ça se courbe d'un côté, pour la moitié de la lame, puis inversé pour l'autre moitié. C'est tellement courbé qu'il y a un point d'inflexion. J'utilise un marteau à panne ronde en carbure pour redresser ce couteau. Le carbure est plus dur que la coupe de corde de Harden Pop, donc quand je frappe, je crée de petites bosses qui augmentent la surface d'un côté. Je trouve cette méthode plus sûre que celles avec chaleur, mais peut-être ai-je un trouble de stress post-traumatique. C'est globalement droit. Ce n'est pas parfait, mais il y a un couteau droit ici, et je pense que c'est suffisant. Je pense qu'objectivement, l'attribut le plus important de n'importe quel couteau de chef, c'est l'émouture de la lame. Je dirais que c'est l'élément qui est le plus directement lié à la sensation du couteau quand on coupe réellement quelque chose. Le type d'émouture que je vais mettre sur ce couteau ici, c'est simplement une émouture convexe. L'émouture convexe offre un meilleur décollage des aliments qu'une émouture plate, ce qui paraît logique. Lorsque vous remontez la lame avec un tranchant convexe, l'angle change. Donc quand vous coupez quelque chose et que les tranches sont plates, la nourriture va naturellement vouloir se détacher du dessus de la lame, ce qui va en quelque sorte l'éloigner du couteau. Il existe évidemment beaucoup d'autres types d'émoutures différentes des émoutures plates et convexes, et je pense que pour le plaisir, je vais simplement en évoquer quelques-unes. D'abord, l'émouture en S consiste en une émouture creuse du dos de la lame à environ 1 cm du tranchant.
La principale raison pour laquelle on utilise ce type d'émouture, c'est pour réduire le poids du couteau et aussi améliorer le décollage des aliments. Cette émouture est complexe à réaliser et nécessite un plateau spécial sur la meuleuse. Ensuite, il y a l'encore plus rare émouture B, où vous avez une émouture convexe d'un côté et une émouture creuse prononcée près du tranchant de l'autre côté. Le principal avantage, c'est aussi le décollage des aliments, mais en plus, ça a vraiment un look super classe. Le dernier que je connais est l'émouture traditionnelle du couteau à Sushi Yanagiba. Il a une émouture plate à simple biseau d'un côté et une émouture creuse de l'autre. Mais ce n'est pas une creuse ordinaire, c'est en fait une creuse à rayon variable, où l'extérieur de la creuse est plus profondément creusé. Je dirais que cette émouture est de loin la plus difficile de toutes, donc pour l'instant, je vais simplement rester avec ma convexe. Outre l'émouture, l'épaisseur du tranchant est essentielle. Cela peut sembler fou, mais je veux que le tranchant ait l'épaisseur d'un cheveu humain, soit environ 3 à 5 millièmes de pouce. Cela semble absurde, mais la différence de sensation entre un couteau à 10 ou 5 millièmes est incroyable grâce à un bon traitement thermique. Certains couteliers amènent leur lame à zéro, ce qui est impossible sans un bon traitement thermique. D'accord? Donc la lame, elle est meulée et tout est droit, mais regardez la soie. Elle est à la fois tordue et décentrée, donc ce que je dois faire maintenant, c'est la meuler pour la redresser et tracer quelques lignes pour cela. Oui, regardez comme c'était décentré. Je dois enlever beaucoup de matière de chaque côté. On pourrait dire que cette étape est inutile, car toute cette soie sera cachée dans un bloc de manche plus tard, mais on ne peut pas penser qu'à l'esthétique ici. Il faut veiller à l'équilibre et à la performance de la lame. Si la soie est trop épaisse, le manche sera trop lourd. Si elle est décentrée, le couteau sera déséquilibré. Cette étape est donc essentielle. La soie étant droite, je prépare l'arrière de la mitre pour le manche en plaçant un guide de lime parallèle à la colonne. Puis je retire l'excédent de matière. Ce sera peut-être mon dernier couteau de chef avec cette mitre, car je veux tenter un assemblage plus complexe la prochaine fois. Cette étape illustre pourquoi j'apprécie tant utiliser la platine plate. Le côté de la bande sur l'angle de la platine est très puissant, permettant un enlèvement de matière presque parfait. Le seul inconvénient à faire ça, c'est que ça a tendance à déchiqueter le côté de la bande. Maintenant, j'utilise des abrasifs de très haute qualité, comme cette bande violette ici qui coûte environ 25 $, mais ça ne veut pas dire que je peux simplement en utiliser une neuve dessus. La bande violette visible ici est ancienne, ainsi je préserve mes abrasifs neufs. D'accord. Pour ce manche, j'ai dit dans le titre de la vidéo que ça allait être le bois le plus rare du monde. Mais avant le bloc du manche, je vais utiliser une combinaison de G10 noir et de laiton. Si vous mettez du laiton entre deux morceaux de G10 noir, je trouve que ça rend vraiment bien. Je vois beaucoup de mes fabricants préférer l'utiliser, et je ne l'ai jamais fait parce que je ne voulais pas donner l'impression de les copier, mais je les copie, donc voilà. Très bien, ma soie. À son point le plus épais, fait 0,8, 0,638 s. D'accord? Je dois fraiser une rainure de cette taille dans ces trois pièces, et le plus petit forêt que j'ai fait, un huitième de pouce. Donc je dois aller à 0,06 sur l'axe Y et je dois aller à 0,513 sur l'axe X. Je trouve que cette étape est devenue bien plus simple grâce à ma nouvelle fraiseuse. Avant, je devais percer plusieurs trous séparés puis les limer pour en faire une grande fente, mais maintenant que j'ai une fraiseuse, je peux simplement usiner toute la pièce en une seule opération. C'est si rapide et facile que j'ai presque l'impression de tricher. Je ne sais pas quoi en penser. La première pièce est déjà terminée.
Je me suis senti plus à l'aise avec la fraiseuse, mais je ne connais pas les vitesses et avances idéales. J'ai tout fait principalement au ressenti de la manivelle, et je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, mais c'est celle qui a fonctionné pour moi jusqu'à présent. Si vous avez des conseils pour les meilleurs dos vitesse, partagez-les en commentaire. Je les lirai. En fait, c'était vraiment facile. Je pense que ça a pris moins de 10 minutes, et là, ils sont déjà à peu près ajustés. La seule raison pour laquelle ils ne s'ajustent pas plus, c'est parce que le rayon le plus serré que je peux faire sur les coins est de 3 millimètres. Je dois maintenant limer tous les coins pour les rendre carrés. Oh là là, je ne pense pas le faire. Je vais finir les deux autres, puis adapter le dernier à la garde, car il prendra le plus de temps. Quelqu'un dans les commentaires m'a suggéré d'utiliser une lime triangulaire pour ne toucher qu'une seule face. Mais ça marche plutôt bien jusqu'à présent, et je ne vois pas vraiment d'avantage à ne toucher qu'une seule face à la fois. Je ne fais rien de précis ici. Si c'était le cas, j'utiliserais une lime triangulaire. Oh mon Dieu, c'était facile. Je dois juste ajuster la dernière pour qu'elle s'emboîte. J'ai choisi de simplement meuler un creux à l'intérieur. Ce matériau ne verrait jamais le jour, donc peu importe si je l'enlève complètement. C'est presque parfait, tiens, regarde. Aucune pression, et tu peux déjà voir qu'il n'y a aucun espace. Et si je mets juste ça, c'est probablement le morceau de bois le plus cher que j'ai jamais tenu. Les menuisiers mesurent leur bois en pied-planche, et genre en coup par pied-planche. Je crois que le bois de table le plus cher de Blacktail Studio coûtait environ 100 $ par pied-planche. C'est plus de 10 fois plus cher que tout ce qu'un menuisier utilise. Et je pense que ce serait complètement fou que quelqu'un essaye de fabriquer des meubles avec ça. Mais oui, je vais l'utiliser. C'est vraiment, vraiment magnifique. C'est une loupe de bois noir africain. Pour moi, c'est le meilleur bois foncé. Il surpasse largement l'ébène. Il est beaucoup plus stable et plus solide. Je vais faire de mon mieux pour vous expliquer à quel point ce bois est rare. Le bois noir africain à fil droit est déjà l'un des bois les plus rares qui existent et on ne peut pas simplement l'acheter chez un fournisseur ordinaire, il faut passer par de petits revendeurs spécialisés. Maintenant, la loupe de bois noir africain est environ 1000 fois plus rare. Peu d'arbres forment une loupe et leur bois est souvent fissuré ou instable. La pièce avec laquelle je travaille est entièrement solide, avec un veinage maître et une bordure naturelle haut de gamme. Rien que la petite pièce que j'utilise vaut plus qu'un des couteaux de chef que j'ai fabriqués au début de ma carrière. Si vous regardez de près ici, vous verrez ce que je veux dire. On dirait de petites galaxies qui tourbillonnent dans le bois sombre. C'est tout simplement magnifique. Il n'y a de la place que pour le mettre ainsi, mais mes lignes sont derrière. D'accord. Je dois vérifier comment remettre ça là-bas. Percer cette rainure était facile, mais il fallait veiller à ne pas trop forcer pour éviter de fissurer le bois avec la perceuse. Pour éviter cela, il suffit de brosser la poussière. Cette poussière huileuse, due à la densité du grenadille d'Afrique, s'accumule dans le forêt. En enlevant la poussière dès le début, je m'assure que mes forêts coupent tiens sans forcer. Et si vous êtes un machiniste, détournez les yeux maintenant parce que la prochaine chose que je fais, c'est d'utiliser le forêt comme une fraise. Ce n'est pas conçu pour couper sur le côté, c'est donc risqué, mais ça marche bien pour l'instant. Waouh, c'était vraiment satisfaisant. Oh mon Dieu, ma mèche étant ronde, les côtés du trou ne sont pas carrés. Avec une soie carrée, je dois donc les tailler. Je pense que j'aurais pu complètement éviter ça si j'avais meulé les côtés de ma soie pour les rendre ronds, mais je n'y ai pas vraiment pensé. Oh mon Dieu! D'accord. Les spacers, bloc de poignet. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est tout? Je ne vois aucune lumière du jour là où ça compte. Ouais, je pense qu'on est bon. Si la fente est trop grande, on a de la colle. Avant de coller définitivement les pièces sur la lame, je devais d'abord les aplanir sur mon bloc de granit avec du papier de verre, puis entailler la soie.
Entailler la soie est inutile car l'époxy G-Flex est très solide, mais je préfère ne prendre aucun risque. Ce couteau va probablement se retrouver dans la maison de quelqu'un pour les 100 prochaines années, et je ne veux pas qu'il tombe en morceaux. Ce que vous me voyez faire ici, c'est un peu de gymnastique mentale pour m'assurer d'obtenir un bon collage avec une pointe acérée et un bloc de bois pointu. J'ai simplement coincé la lame et le bloc du manche entre deux morceaux de bois. Cela garantirait que la force du serre-joint traverse la lame plutôt qu'en diagonale. J'utilise ici un époxy G-Flex 24 heures renforcé. Je conseille vivement d'utiliser de l'époxy 24 heures pour fabriquer un couteau de qualité. En général, plus quelque chose met du temps à durcir, plus il sera solide. Très bien, je pense que c'est bon. Je vais vérifier de temps en temps, mais je vais juste le laisser ici. Après durcissement de l'époxy, j'ai pensé au design du manche. Le bois de loupe de grenadier d'Afrique est un bois assez directionnel, ce qui signifie que ces loupes que vous voyez n'apparaissent vraiment que sur les côtés du manche. Et à cause de cela, j'ai pensé qu'un manche facetté serait le meilleur choix. Alors, le dernier couteau de chef que j'ai fait avait 3 facettes à l'avant et 2 facettes à l'arrière, mais je pense que pour celui-ci, je vais essayer de refaire 3 facettes à l'avant et 3 facettes à l'arrière. Maintenant que c'est réglé, nous pouvons commencer à travailler sur l'arrière du manche. J'ai laissé beaucoup d'aubiers clairs car je trouvais qu'un manche bicolore serait vraiment cool. Je pense qu'au début, façonner un manche à facettes peut sembler assez compliqué, mais en réalité, c'est assez simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'établir vos plans principaux, puis vous pouvez simplement ajouter des angles à ces plans. Le plus important dans cette opération est de garder un angle précis. Si vous ne gardez pas exactement le même angle à chaque fois que vous touchez la facette, vous allez créer une facette légèrement différente sur cette même facette. Pour acquérir la mémoire musculaire, il suffit de s'entraîner, même sur un bloc de bois, pas forcément avec un couteau. La dernière chose que je veux dire à propos de la mise en forme de n'importe quelle manche, c'est que vous devriez passer autant de temps à le façonner qu'à le tenir en main et à l'inspecter. Que le manche soit rond ou à facettes, il doit être symétrique. Pour garantir cette symétrie, inspectez-le régulièrement et vérifiez qu'il reste droit. D'accord. Donc ce coin juste ici, pendant un moment, j'ai envisagé de simplement le laisser tel quel, en l'appelant une arête vive. Mais vous le regardez de ce côté et pensez, oh, ça a l'air bien. Ensuite, vous allez de ce côté, et cela semble être une erreur, même si ce n'en est pas forcément une. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire comme Blacktail Studio et réparer ce coin, en utilisant un morceau assorti du même bois. D'accord, je pense que ce morceau va être le mieux, parce qu'il a une section vraiment épaisse d'aubier, ou quelque chose comme ça. J'ignore le nom, mais je peux facilement aligner le fil du bois à ce point ici. J'étais vraiment enthousiaste à l'idée de cette réparation. Je n'en avais jamais fait, mais je l'ai souvent vu sur des chaînes YouTube spécialisées dans les tables en époxy. Et cela a un rapport avec une des raisons pour lesquelles j'aime autant la coutellerie. En tant que coutelier, tu dois être bon dans tellement de domaines différents. La coutellerie, ce n'est pas seulement le travail du métal, c'est le travail du métal, le travail du bois, la fabrication et toutes sortes de métiers. C'est très polyvalent et tu as vraiment une raison d'essayer diverses choses. Ça va ressembler à ça. Le fil du bois est assez régulier. Je ne sais pas comment je vais serrer ça. Si ça va aussi vite, autant le tenir à la main. D'accord? Je vais juste rester assis ici un moment. Après avoir tenu ce morceau de bois plus longtemps que je ne l'admets, il est temps de couper l'excédent et de finir ce manche. La forme était presque terminée, il me restait à nettoyer, affiner et vérifier les facettes. La dernière chose que je devais faire avant de passer à l'étui, c'était d'arrondir le ricasso de ce couteau.
Je ne pouvais pas le faire avant car c'est près du manche et la garde influence le ricasso. J'ai retiré ma platine et utilisé une bande G-Flex Grain 220. C'est l'une des meilleures bandes que vous pouvez utiliser pour ce genre de choses et ça a rendu le processus vraiment, vraiment facile. Pour le saya, j'ai dû passer beaucoup de temps à réfléchir aux matériaux que j'allais utiliser. J'hésitais entre des matériaux synthétiques, naturels et le bois micarta, mais j'ai finalement choisi le micarta. Le micarta et le bois sont tous les deux très beaux, mais le micarta est un matériau synthétique, ce qui signifie qu'il n'absorbe pas autant l'eau. Si vous ne m'avez jamais vu en fabriquer, c'est parce que les sayas peuvent être dangereuses pour votre couteau. L'acier que j'utilise est de l'acier au carbone, et si vous avez une saya, qu'il y a un peu d'humidité et que vous y mettez le couteau pendant environ une journée, vous allez avoir de la rouille. Cela signifie qu'il est important que la saya ne puisse pas retenir l'eau, et c'est la principale raison pour laquelle j'ai choisi le micarta plutôt que le bois. Plus tard, si je me lance dans le damas inox, je pourrais en fabriquer une en bois. J'utilise encore une fois une défonceuse comme principal outil pour creuser cette matière. Beaucoup vont me demander d'utiliser ma fraiseuse, mais elle est en réalité bien plus difficile que la défonceuse. Chaque ligne de cette découpe allait être arrondie, ce qui signifie que je devrais changer à la fois l'axe X et l'axe Y sur ma fraiseuse. Je couvrirai aussi ma fraiseuse de copeaux de micarta. Et cela serait vraiment mauvais pour les surfaces rectifiées de précision. Sculpter cela était difficile car je ne voyais pas la ligne du marqueur. Alors je l'ai repassé au couteau pour mieux la voir. L'une des choses agaçantes à comprendre pour moi était de savoir comment le couteau allait glisser dans l'étui. J'ai mis du temps à réaliser qu'il suffisait d'enlever la matière sous la garde, et non plus loin que le talon de la lame. Dans l'ensemble, le processus s'est déroulé assez rapidement, mais c'était vraiment agaçant à faire. J'ai mis de la poussière partout et j'avais très mal au poignet. Si je dois le refaire, j'achèterai une nouvelle défonceuse ou ajouterai une extension commande numérique par ordinateur à ma fraiseuse. Après la sculpture, il fallait penser à la forme du saya. En fait, je n'avais vraiment besoin de façonner qu'un seul côté, parce qu'une fois qu'un côté était façonné, je pouvais le coller sur l'autre et simplement m'en servir comme pochoir pour façonner l'autre côté. Avant de faire tout cela, j'ai passé beaucoup de temps à examiner les œuvres d'autres artisans. Je vais mettre à l'écran quelques-unes de celles que j'ai étudiées, juste pour que vous puissiez voir d'où j'ai tiré mon inspiration. L'une des choses que je soutiendrai toujours, c'est que la meilleure façon d'apprendre à faire quelque chose au début est d'étudier les œuvres de meilleurs artisans. Même si vous exagérez vraiment cela et que vous essayez de copier directement le travail de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas pouvoir le faire parfaitement. En copiant et en adaptant, vous développerez votre propre style. Beaucoup conseillent de visiter des salons de couteaux pour apprendre à en fabriquer de bons. Les salons de couteaux sont remplis de très bons fabricants et la communauté des couteliers est tellement sympathique que vous pouvez leur poser des questions sur leur façon de faire et ils sont prêts à y répondre. Il n'y a vraiment pas de rétention d'informations dans cette communauté. Et c'est une des autres raisons pour lesquelles j'aime autant la coutellerie. Si vous ne le saviez pas, la micarta est essentiellement composée de plusieurs feuilles de tissus séparés avec une résine comme liant. Ce qui signifie que l'époxy est en fait la méthode parfaite pour assembler deux morceaux de micarta. J'ai choisi la même époxy G-Flex que pour le couteau, car je veux éviter tout décollement. Pendant que l'époxy de la faux séchait, j'ai débuté la finition manuelle du couteau. J'ai dit que l'épaisseur de mon tranchant était d'environ 3 à 5 millièmes, mais je voulais l'affiner davantage, et le meilleur moyen était d'utiliser des pierres. Ici, je donne une légère convexité au tranchant jusqu'à obtenir une épaisseur nulle. Cela signifie que la géométrie du tranchant sera encore améliorée. Satisfait de la géométrie, j'ai finalisé toutes les lignes de mon manche. Je suis plutôt bon à la meuleuse, mais je ne suis pas encore assez doué pour tout finaliser parfaitement avec la ponceuse à bande. Je dois passer du temps sous une lumière vive et utiliser des limes pour garantir la symétrie et la perfection. Juste dans ce coin. Bien d'accord. Tout étant aligné et symétrique, il est temps de passer au papier de verre.
Le plan était d'amener le manche à un grain de 220, puis de poncer la lame à la main. À partir de là, j'alternerai entre la lame et le manche jusqu'à ce que la lame atteigne un grain de 600 et le manche un grain de 1500. Beaucoup d'entre vous se demandent où va ce couteau. Est-il à vendre pour un client? Combien coûte-t-il? Ce couteau en particulier va à un client pour 7 000 $. Je trouve amusant de recevoir tant de commentaires sur les prix alors qu'ils sont souvent dans le titre. Si vous voyez cette vidéo à sa sortie, un autre couteau de chef est dispo sur mon site. Si c'est épuisé, c'est sans doute qu'un abonné l'a pris en premier grâce à l'accès anticipé et à la réduction. Mais rassurez-vous, un autre couteau similaire avec le même manche rare sera disponible dans quelques semaines. Pour connaître la date de disponibilité, inscrivez-vous à ma liste de diffusion ou à mon Patreon. Ce matériau est plus difficile à poncer à la main que le 15 and 20, mais rien comparé au Crew Forged Beef. La difficulté à polir le Pops Pro Cut correspond bien aux attentes du concepteur de l'acier. Le Pops Pro Cut a été conçu pour être beaucoup plus résistant et solide que le 15 and 20, mais avec cette résistance supplémentaire vient généralement plus de difficultés au polissage. Ce que la reine a fait, c'est qu'il a soigneusement contrôlé les valeurs de tungstène et de vanadium pour s'assurer qu'il n'y avait pas de carbure super gros. Le Pops Pro Cut est défabriqué de façon classique, non par métallurgie des poudres, ce qui entraîne des carbures plus gros et le rend un peu plus difficile à polir que le 15 and 20. Regarde-moi ça. Il y a une raison pour laquelle ce bois est le plus cher au monde. C'est incroyablement beau. Je ponce dans les bois avec un grain de 1500 ici, et vous pouvez voir que j'utilise de l'huile. Je ne pense pas qu'il soit absolument nécessaire d'utiliser de l'huile parce que le bois noir est tellement dense. Mais par le passé, ça m'a aidé avec d'autres bois, alors je me suis dit pourquoi pas. Qu'est-ce que tu fais? Bon, poncer toute la lame a pris tellement de temps que maintenant, l'époxy sur le saya a durci. Donc je suppose qu'il est temps de lui donner sa forme. Je voulais utiliser ma ponceuse à bande pour enlever l'excédent, mais ce serait du gâchis. Alors je l'ai découpé à la scie à ruban et je pourrais peut-être le réutiliser. Pendant que je façonnais le saya, j'hésitais entre le rendre rond ou lui donner des facettes, mais j'ai finalement choisi les facettes, car cela s'accordait mieux avec le manche. L'un des aspects sympas de la micarta, c'est qu'il s'agit essentiellement de plusieurs couches de tissu de couleur alternées dans de la résine époxy. Ce qui veut dire que plus on ponce en profondeur, plus on révèle de couches, et je trouvais que c'était un parallèle vraiment intéressant avec le damas, qui fonctionne à peu près de la même façon. Un autre avantage, c'est qu'il existe déjà de nombreuses lignes de marquage pour moi. Cela veut dire que les facettes que je vais poncer seront parfaitement précises si je vais jusqu'à la même ligne des deux côtés. Je ne savais pas que ça arriverait en choisissant la micarta, mais je le prends comme un coup de chance. La plupart des feuilles, si elles ne sont pas magnétiques, ont quelque chose qu'on appelle une cheville conique. Et en gros, il y a une cheville qui la traverse et qui empêche le couteau de tomber. Je crois savoir où mettre la cheville, j'aurais peut-être dû le faire. J'aurais dû choisir l'endroit avant d'assembler les deux pièces, car maintenant c'est un peu au hasard. Je dois percer avec un forêt plus petit de l'autre côté. De cette façon, je pourrais avoir l'effet de conicité réelle. Le trou percé, il restait à fabriquer la cheville conique. J'avais déjà adapté le trou à la tige en laiton, donc je l'utiliserai. Pour conifier le laiton, je devais le placer dans la perceuse et le meuler avec un angle léger. Ça traverse complètement, mais ça coince un peu à la fin, donc je dois encore légèrement conifier l'autre côté. Ça pourrait être parfait. Regardez. Ça rentre, ça passe dans l'autre trou, il y a un peu de jeu, puis on pousse et ça ne bouge plus du tout. Juste un petit peu de jeu, ce qui est parfait. Ça ne va pas bouger de sitôt. Pour styliser cette cheville, j'ai pris des chutes de ronces de bois noir pour créer un petit bouton au bout. Cela la rendrait plus grande, facilitant la prise et l'insertion tout en ajoutant une belle touche à la pièce. Sympa.
Une fois les deux pièces collées, il fallait les arrondir à la ponceuse puis couper l'excédent. Maintenant que la saya était pratiquement terminée et en attente du polissage final, tout ce qu'il me restait à faire était de monter dans les grains, puis nous pouvons revenir à la lame et nous préparer à graver le damas et ma marque de fabricant. Oh mon dieu, j'adore ce truc tellement. On va dire que c'est bon. Après avoir gravé ma marque de fabricant, j'aime nettoyer l'intérieur de la marque avec ce tampon de ponçage doux de 5000 grains pour pouvoir ensuite l'assombrir et que les oxydes soient vraiment marqués. Après l'avoir assombri, il suffit de poncer les surfaces planes au grain 600 et c'est prêt pour la gravure. Avant de plonger la lame dans l'acide, je dois masquer le manche en bois et bien la nettoyer avec du savon Tondish pour une gravure de qualité. Très bien, croisons les doigts. Très bien, allons-y pour une première gravure un peu plus longue, 2 minutes et demie. D'accord. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça a l'air vraiment incroyable. Oh mon Dieu, tu peux voir tous les dégradés. Tu peux tous les voir un par un. J'ai réalisé la gravure dans une solution de chlorure ferrique. Cette solution agit différemment sur les deux alliages que j'ai utilisés, créant le contraste visible. Mais on peut faire encore mieux. En ce moment, j'utilise du papier de verre grain 2500 pour enlever tous ces oxydes foncés. Ces oxydes sont peu colorés et peu résistants. Je dois d'abord enlever les oxydes, puis graver à nouveau pour plus de profondeur. Allons-y un peu moins cette fois, faisons 2 minutes. D'accord, deuxième gravure. Ah oui, c'est bien. Pas de tache d'huile non plus. Après la deuxième gravure, il y a clairement beaucoup plus de contraste que la première, mais on peut faire encore mieux que ça. Le chlorure ferrique sert juste à donner de la profondeur au damas, pas à la couleur. Pour la couleur, on va faire quelque chose qu'on appelle la gravure au café. Ça paraît trompeusement simple, mais en fait, ça l'est vraiment. Tout ce qu'on va faire, c'est plonger cette pièce dans une cuve de café instantanée. Pour une gravure au café, il est essentiel d'utiliser de l'eau distillée. Si vous utilisez de l'eau du robinet ou même simplement de l'eau potable, il y aura des traces de minéraux qui réagiront différemment de ce que vous souhaitez. On croise les doigts. Je pense laisser reposer ça au moins 4 heures, voire 6. Je ne sais pas comment le Procut réagit au bord du café. Pendant que la lame était dans le café, j'ai poncé tout l'étui à la main. Je ne l'ai poncé qu'avec un grain de 600 parce que je savais que la polisseuse pouvait essentiellement rendre cette chose polie comme un miroir. Très bien, cela fait 4 heures. Voyons à quoi ça ressemble. S'il te plaît, ne ressemble pas à n'importe quoi. Oh ouais, c'est parti, bordel. Merde. Ça pourrait être une gravure de café parfaite. Putain, ça a l'air bon. La gravure au café terminée, il ne me restait que quelques étapes avant de considérer cette pièce comme finie. Je frotte simplement un chiffon sunshine sur le damas pour enlever les résidus jaunâtres ou bruns causés par le café. Une fois cela fait, il ne me restera qu'à huiler la lame et polir le manche dans l'étui pour considérer la pièce terminée.
J'aime penser qu'avec chaque lame que je fabrique, je continue de m'améliorer. Bien sûr, il est absurde de croire que cette tendance durera toujours. Et pour l'instant, avec les couteaux de chef, c'est encore valable. Je suis très fier de ma création. Il y a un an, j'aurais été impressionné de voir cette pièce. J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo et le parcours qu'a suivi le couteau de chef du début à la fin. Voici donc le couteau de chef finlandais. Ceci est un essuie-tout, pas du papier ordinaire. C'est incroyable, je n'ai jamais réussi aussi bien, c'est le couteau le plus tranchant que j'ai aiguisé. Comme si ça n'existait même pas, c'est comme du papier ordinaire. C'est vraiment absurde. C'est tellement facile, oh là là. Je parie que je peux le refaire avec ça. Je rigole,